Bonjour à toutes et à tous, donc je suis le docteur Vermersch, donc je suis un des psychiatres qui exerce sur l'établissement de la clinique des Flamboyants Est. Donc je me suis proposé, j'ai pas trop réfléchi, j'aurais peut-être dû intervenir aujourd'hui. Donc je suis très anxieux, on peut être psychiatre et anxieux, hein, j'aurais peut-être dû me prescrire un Xanax avant. Soyez tolérants. J'ai très mal dormi aussi, donc quand je suis dans cet état-là, je fais des blagues pas drôles, hein, vous serez prévenus. Voilà. Je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je trouve que c'est une très belle initiative. Ces journées portes ouvertes, c'est vraiment un plaisir. Je vois que vraiment vous êtes venus nombreux. C'est très très positif. C'est vraiment plaisant. Donc c'est l'occasion de vous présenter un peu moi mon travail. Donc j'ai choisi des sujets, j'avais carte blanche, hein. Donc je ne réponds plus de rien. Vous serez prévenus. J'ai choisi les sujets de la santé mentale. C'est pas marqué, la santé mentale et l'exercice psychiatrique, mais avec cette petite précision, vue par moi-même. Voilà, parce qu'il y a quand même maintenant une grande consensualité là, sur l'exercice psychiatrique, ça c'est évident, ça se développe de plus en plus, c'est quand même très rigoureux maintenant sur le sujet. Au demeurant, mon impression reste que l'exercice psychiatrique a tout de même une dimension toujours un peu personnelle, voilà, dans la manière dont elle est menée. Donc voilà, je me propose pour commencer de parler de la santé mentale. Alors, je me disais, bon, c'est un peu ennuyeux, mais on va commencer par une définition, classiquement. La définition de l'OMS sur la santé. Donc, quelle est-elle? Selon l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Elle ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Voilà. Là où c'est intéressant, c'est quand on décompose et qu'on prend physique, mental et sociable. C'est indissociable. Indissociable. Donc ça, nous, on le constate dans notre action en santé mentale. Qu'on le voudrait ou non, on ne peut pas négliger les aspects physiques, les aspects sociaux. Mais maintenant aussi, de toute façon, ça se constate chez nos collègues en MCO, quand on prend en charge un organe, enfin voilà, qu'on est dans une médecine physique, de plus en plus, maintenant, l'aspect mental est entendu et écouté. Et on voit vraiment éclore de plus en plus d'équipes de liaison de psychiatrie, des interventions qui sont croisées. Et c'est primordial parce que vraiment, c'est pour la santé. On ne peut pas dissocier aucun de ces trois piliers. D'autant plus que les uns influencent les autres. C'est bien démontré maintenant que le physique joue sur le mental et inversement, de même pour le social. Donc, il ne faut pas surtout pas négliger aucun de ces trois aspects. La deuxième partie de la définition, donc, absence de maladie ou d'infirmité. C'est aussi intéressant, parce que donc on pose la question de la santé mentale comme pouvant être indépendante d'une maladie ou d'une infirmité. Et c'est vrai. Finalement, et on le constate nous dans notre exercice à la clinique, il y a effectivement des patients qui sont donc atteints de pathologies avérées, des troubles psychiatriques bien établis, bien codifiés, qu'on retrouve dans le DSM, voilà, donc par exemple troubles bipolaires ou tout ce genre de choses. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans la santé mentale. Il y a aussi tout ce qui est qualifié de la détresse psychologique réactionnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est quand les vicissitudes de la vie que nous rencontrons tous finissent en fait par avoir un impact psychique sur nous. Et c'est très très commun. Des conjonctures défavorables de vie, vous en avez connu, ou vous connaissez des gens qui en ont connu, vous connaissez des gens qui ont une détresse psychique dans ces situations-là, et ça fait partie de la santé mentale. Donc, tout à chacun, indemne ou non de maladie mentale, est concerné potentiellement par la santé mentale. C'est vraiment important à souligner. Et il faut aussi savoir, j'aime à préciser ça, qu'on peut avoir une maladie mentale ou une infirmité et être en bonne santé mentale. Donc il faut vraiment dichotomiser les choses. Donc pour illustrer un petit peu vraiment cette prévalence de la santé mentale, de la maladie, enfin du trouble psychique dans la population, on reprend de l'épidémiologie, donc je me suis arrêté sur la feuille de route 2023 de santé mentale et psychiatrie menée par le ministère de la Santé et de la Prévention. Donc on retrouve classiquement que voilà, les dépenses en santé mentale, c'est le premier poste des dépenses de l'assurance maladie. C'est avant le cancer, c'est avant les maladies cardiovasculaires.
Donc on le voudrait ou non, de toute façon on devrait prendre en considération la santé mentale, parce qu'on serait bien rattrapé rapidement par ces aspects pragmatiques financiers. Alors, les chiffres sont parlants, hein, de toute façon. Donc, sur un instant T, on appelle ça la prévalence, on voit que, c'est les chiffres de l'OMS, 1/5 de la population française, soit 13 millions, sont atteints d'un trouble psychique. Ça voudrait dire qu'une personne sur 5 dans cette salle est atteinte d'un trouble psychique. Alors, ce n'est pas le cas, parce que, bon, de toutes les manières, malheureusement, et c'est à préciser, le trouble psychique marginalise, le trouble psychique écarte. Et donc très certainement que des personnes qui auraient eu tout à gagner à être ici ne sont pas là, du fait de leur affliction psychique. Donc c'est un point aussi à souligner. Alors, classiquement, prenons le cas de la dépression, pour vraiment préciser que c'est dans le paysage, dans le quotidien de tous, la dépression. Donc ça, c'est un chiffre d'incidence, c'est-à-dire donc sur une population, sur la vie entière. On sait que 15 à 20% des personnes vont développer à un moment une dépression. 15 à 20%, donc 1/5 toujours. Donc là encore, dans votre quotidien, c'est parfois plus ou moins caché, mais vous allez rencontrer des gens en dépression, ou, désolé, vous allez être en dépression. Donc vraiment, c'est loin d'être marginal, et c'est pour ça que je pense que cette journée est très importante. Il faut absolument répandre l'idée que la santé mentale, c'est un enjeu majeur, un enjeu de tous, un enjeu du quotidien, et que voilà, je trouve que c'est une belle occasion de nous ouvrir, tendre la main, dédiaboliser, car il faut rompre avec vraiment la stigmatisation qu'on peut encore déplorer finalement sur la question des soins en santé mentale. Il faut ouvrir les gens à l'hygiène de soi, ouvrir au fait que la santé n'est pas qu'une question de santé physique, comme nous l'avons vu, mais aussi une question de santé mentale, et de donner l'habitude à la population de considérer pleinement la santé mentale dans leur quotidien. Car voilà, quand on voit les chiffres, j'aime bien cette phrase, il est très humain de pouvoir avoir un trouble mental. Alors, c'est là que ça se complique. Faut suivre. Hein. Ça va être de pire en pire. Bon, alors, je vais essayer de faire vite. Pour parler de santé mentale, on parle donc de troubles psychiques réactionnels ou de maladies mentales, comme on l'a vu. Des notions qui semblent s'identifier comme distinctes de la normale pour se définir. Mais les choses sont plus complexes, car c'est quoi qui est normal, quoi? C'est quoi la norme? C'est quoi le pathologique? Ça, c'est pas si simple, en fait, finalement. Alors, j'ai fait une recherche Google, et je suis tombé sur le site de la Sécu, sur qu'est-ce que c'est d'être en bonne santé mentale, finalement, qu'est-ce que c'est qui serait normal. Alors, comme le fait d'être en bonne santé physique, être en bonne santé mentale permet de se sentir bien dans sa peau, de s'épanouir, d'agir, de s'intégrer dans une communauté familiale, amicale, scolaire, professionnelle et de participer à la vie socio-économique. Voilà, grosse pression, définition bien normative du parfait petit être humain. Alors moi je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas normal à ce moment-là, hein. Je suis carrément malade. Hein. Donc je pense que c'est compliqué de s'arrêter à une définition aussi normative de la santé du normal. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça que moi, vraiment, je préfère beaucoup plus la définition de l'OMS, parce qu'elle dit précisément, à savoir, un état complet de bien-être. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que c'est subjectif. Ça sous-entend que c'est le patient qui le dit, s'il est en état de bien-être ou non. Et ce n'est pas nous qui pouvons le savoir, selon qu'il soit intégré à ci, selon qu'il soit ça. Donc vraiment, la question de ce qui est normal, de ce qui est pathologique entre les individus, c'est plus complexe. Elle doit partir sur l'estimation du patient. Alors, c'est une question qui a été grandement explorée par un philosophe et un médecin français du XXe siècle, Georges Canguilhem, qui définit la pathologie de la façon suivante. La pathologie n'est pas l'absence de normes, mais l'incapacité à s'adapter en fonction de ses propres normes. Donc d'après cette définition, la norme ne se confond pas avec la moyenne, la norme est une norme propre à l'individu, indépendante de la moyenne. Il ne faut pas confondre la norme avec ce que j'appellerais par contre la fonctionnalité. Ce serait la capacité à composer avec une autre norme, qui serait la norme collective, basée cette fois-ci sur une moyenne consensuelle. Par exemple, si on me prend moi, je suis parfaitement anormal, j'excelle là-dedans, je suis vraiment très très doué, mais je suis dans mes normes. Je ne suis pas toujours fonctionnel, mais suffisamment tout de même.
et je ne veux pas changer, je ne veux pas en changer de mes normes. Alors, c'est pourquoi il faut vraiment faire la part belle à l'appréciation et le ressenti subjectif du patient. C'est ce que, voilà, en tant que professionnel de santé, en santé mentale, on se doit de faire. Ensuite, pour continuer la question de ce que serait le pathologique, on va reprendre une autre phrase de Georges Canguilhem sur « le corps fait une maladie pour se soigner ». Le corps fait une maladie pour se soigner. Donc ça voudrait dire qu'il y a une forme de normalité adaptative à devenir malade. Car le symptôme, c'est aussi une fonction. Et ça peut être apprécié comme un phénomène adaptatif, et que la pathologie serait l'expression syndromique d'un patient en adaptation. Donc cette notion du déplacement de la pathologie sur autre chose que du patient, ça se retrouve dans des cadres théoriques, comme par exemple la thérapie systémique, finalement, où ce qui est pathologique, ça peut non pas être le patient, qui lui est symptomatique, mais la situation du patient, l'histoire du patient, ou même, pourquoi pas, finalement, la société elle-même, selon ce que son interaction crée avec les normes de l'individu. Alors, donc, pour poursuivre, allez, c'est de pire en pire, il faut savoir que donc un symptôme, qui a une fonction, est en plus de ça singulier à un individu. Donc ça se complexifie. Hein. Alors, vraiment, une réponse symptomatique d'un individu est singulière pour une même perturbation pour plusieurs personnes. Ça ne sera pas toujours la même chose qui sera présentée en termes de symptômes. Et pour illustrer ce propos, moi j'aime bien, alors j'ai pris un texte d'un auteur qui n'est pas connu, qui s'appelle Frédéric Ozanam, qui je crois n'a pas vécu longtemps de toute façon, il était du 19e siècle, c'est un homme de lettres, un historien et un essayiste catholique, qui, il avait que 21 ans, mais il a pris la parole, il faisait une intervention, une conférence devant des étudiants parisiens sur son cheminement, son exploration un peu finalement de son rapport à la question de l'angoisse de mort. Et alors, durant ce cheminement de pensée, alors que l'horrifique inéluctabilité de la mort se révèle plus précisément à lui, il tient les propos suivants. Alors c'est pas hyper jojo, hein, soyez préparés. Alors le désespoir faillit me prendre, et puisque malgré mes efforts, je n'avais rien pu découvrir de ce monde invisible dont la pensée me tourmentait, je fus tenté de faire comme s'il n'existait pas, et de choisir entre ces deux parties, ou de remplir jusqu'au haut la coupe de la vie, de la remplir de tout ce que le monde m'offrirait de plus doux, de plus fort, de plus parfumé, de plus enivrant, et de la vider tout d'un trait, et de la jeter ensuite par-dessus mon épaule, et de me livrer tout chancelant d'ivresse à la fatalité de la destruction. Ou bien de prendre avec précaution la lampe de l'existence, d'en veiller soigneusement la flamme vacillante, d'en ménager la mesure d'huile, de la protéger de ma main contre le vent de l'orage, et de la faire durer et de la porter aussi loin que possible jusqu'à ce qu'elle expirât dans les ténèbres. De ces deux résolutions, la première était d'un insensé et la seconde d'un lâche. Addiction ou obsessionnalité, devant une rupture de déni face à la mort. Alors, là, c'est intéressant parce que donc Ozanam a remonté lui-même le fil de ce qui aurait su devenir symptôme, l'addiction ou l'obsessionnalité, à son origine fondamentale. Et c'est donc grâce à son discours qu'on y accède. C'est grâce à une accession à son monde, à son vécu, à ses représentations internes, qu'on accède à une lecture du symptôme. S'il avait juste fini dans une addiction, s'il avait juste fini obsessionnel, et s'il ne s'était pas prêté finalement à cette réflexion, à cette introspection, on n'aurait pas remonté l'origine finalement de ces symptômes. Donc la lecture et la compréhension du symptôme ne peut donc pas se dissocier de l'interprétation du patient, de son vécu. Ça, c'est ce qu'en psychiatrie, alors si je m'autorise ça, mais c'est quand même un concept assez complexe, on pourrait appeler ça la phénoménologie. C'est pourquoi, de même, comme je disais, l'appréciation de son état de normalité ou de pathologie, et vous mettez des gros guillemets, doit surtout reposer sur sa propre appréciation. Donc, pour ce faire, je vous propose ça, 4 questions pour terminer sur la question de la santé mentale. Je vous propose d'utiliser votre subjectivité pour faire votre propre diagnostic, avec quelques questions simples pour auto-évaluer votre bien-être mental. Alors, c'est, est-ce que vous parvenez à exprimer vos talents et vos qualités ? Est-ce que vous parvenez, est-ce que vous vous sentez capable de réaliser vos projets et gérer votre vie? Est-ce que vous supportez les tensions normales de la vie et les tracas du quotidien? Est-ce que vous trouvez le rôle que vous souhaitez au sein de votre famille, de vos amis, de votre communauté et de votre travail? Alors si vous répondez non à une de ces questions, vous appelez, on se prend un rendez-vous, il n'y a pas de souci.
Mais non, non, justement, ce que je veux préciser, c'est que voilà, c'est une hygiène du quotidien. Répondre non à une de ces questions-là, c'est pas grave. C'est juste qu'il faut se les poser et travailler finalement à faire tendre les réponses à ces questions vers le oui. Et si c'est trop difficile, si c'est trop complexe, si ça met trop de temps, bien sûr, il faut vous tourner vers un professionnel de santé mentale et vous faire accompagner. Alors, voilà pour la santé mentale. Ça se complique encore. Là, j'ai laissé la place vraiment à mes petites lubies sur la question de l'exercice psychiatrique, ou plutôt le bon exercice psychiatrique selon moi. Donc c'est vraiment tout à fait subjectif. Malgré tout, on va répondre rapidement à ce qu'est un médecin psychiatre. C'est peut-être d'ailleurs juste pour ça que vous êtes venu ici, donc je vais quand même vous offrir ça. J'ai fait une petite recherche Google, hein, je n'étais pas sûr moi-même. Donc, premier résultat, c'était le site de l'Association des médecins psychiatres du Québec qui est tombé. Je trouvais que c'était plutôt pas mal, je vais vous la lire, comme ça sera fait. Le psychiatre est le seul spécialiste des maladies mentales qui peut poser un diagnostic basé sur une évaluation complète incluant un examen mental et physique, des analyses de laboratoire, de l'imagerie médicale et une histoire psychosociale détaillée. Une fois le diagnostic posé, le psychiatre peut traiter lui-même la maladie mentale ou coordonner le traitement pour son patient. Donc son coffre à outils, il dispose de différentes psychothérapies, d'un éventail de médicaments, des techniques de neurostimulation et des interventions sociales. Bon, c'est bref, mais complet, je suis assez d'accord. Bon, ça c'est dans la forme, mais dans le fond, comme je vous disais en introduction, qu'est-ce que l'exercice psychiatrique? Ben, moi j'ai le mien, et je vais vous en parler, je ne saurais pas parler de celui des autres. Donc à mes yeux, un psychiatre, ça doit promouvoir et motiver un soin engagé et actif par le patient. Un soin engagé, c'est-à-dire que le patient doit être garant des soins qu'il vient trouver avec un professionnel de santé mentale. C'est lui qui doit le souhaiter, c'est lui qui doit en être à l'initiative. Actif, parce qu'une fois entamé, c'est un travail qui est souvent long, fastidieux, complexe, et qui doit nécessiter finalement une énergie toujours renouvelée, malheureusement, par le patient, pour lui-même. Ça, on ne peut pas se suppléer à lui pour le faire. Donc ça, malheureusement, ce n'est pas une lubie de ma part, c'est une nécessité. C'est comme ça que le soin peut s'avérer, à terme, efficient. Ensuite, il y a d'autres questions moi, que j'adore, c'est qu'un psychiatre doit savoir se positionner sur les questions du déterminisme et de l'existentialisme. Alors, je vais quand même reprendre, le déterminisme et l'existentialisme, ce sont des visions philosophiques. Le déterminisme, c'est une doctrine philosophique suivant laquelle tous les événements, et en particulier les actions humaines, sont liés et déterminés par la chaîne des événements antérieurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, nous sommes dans nos actions, nos pensées, la résultante de tout un ensemble en fait, finalement, de facteurs extérieurs à nous-mêmes, qui nous ont construits à l'origine et qui continuent en fait, finalement de nous influencer sans qu'on ait jamais eu notre mot à dire et qui finissent par créer le docteur Vermersch un peu chelou, mais c'est pas de ma faute. Ça, c'est le déterminisme. Et ça s'oppose en fait à un concept qui en est antagoniste et antinomique, l'existentialisme, qui a été porté par Sartre, qui considère que chaque individu comme un être, ça considère chaque individu comme un être unique, maître de ses actes, de son destin et des valeurs qu'il décide d'adopter. Alors ce sont deux considérations, deux visions philosophiques en fait finalement qui s'opposent, mais qui cohabitent dans notre réalité. C'est-à-dire que donc le déterminisme en fait finalement c'est le paradigme dans lequel va évoluer la question neuroscientifique. C'est sur cette base-là que ça postule. L'existentialisme va davantage être présent finalement dans le monde judiciaire, où finalement il est considéré une personne, malgré peut-être certaines influences extérieures qu'il a pu avoir, comme responsable de... Ah ouais, c'est vraiment soporifique là. Je suis à quelle heure là? 24 comme responsable en fait finalement des directions et de ses actions et de ses pensées. Donc, dans notre réalité, les deux cohabitent et en fait, il y a souvent un point de rencontre qui se réalise justement dans la justice avec, par exemple, le psychiatre expert qui doit trancher sur la responsabilité. Est-ce que ça vient de lui? Est-ce que ça ne vient pas de lui? Ce n'est pas une question simple. C'est une question aussi finalement de vision, de consensus en fait entre là où on place finalement le seuil de responsabilité. Moi, pour parler de moi,
Je suis plutôt partisan à la fois du déterminisme et de l'existentialisme, d'un d'entre-deux, en fait, finalement, entre ces deux concepts, car j'estime, et surtout, en fait, je constate que, quels que soient les facteurs extérieurs qui aient pu avoir une influence sur nous, il demeure toujours, ou en tout cas souvent possible, à la condition d'un certain engagement, d'avoir une sensible marge de manœuvre à travailler à se libérer un tant soit peu du déterminisme qui nous détient. C'est pourquoi le soin en santé mentale doit, à mes yeux, à tout prix être une lutte par soi-même, pour soi-même, et parfois contre soi-même, car si on ne positionne pas le patient comme le capitaine un petit peu finalement de ce soin-là, rien ne se passe. C'est encore d'expérience, je vous le dis. Et surtout, l'esprit est incroyablement formidable parce qu'il possède un système économique vraiment à toute épreuve. C'est-à-dire que l'esprit est dans une permanente gestion de la question du coût et du bénéfice. Donc si on lui retire finalement le coût d'un effort, le coût d'une réflexion, le coût d'une mise en œuvre d'un changement, l'esprit du patient va, consciemment ou non, tout de suite y adhérer. Il fera l'économie de ce coût-là. Malheureusement, en fait, finalement, c'est souvent très délétère et iatrogène pour lui. Donc, moi, c'est ce que j'appelle finalement la question un peu du juste effort, que j'aime à appeler, pour vraiment avoir l'engagement et que la symbolique d'engagement du patient s'illustre et se voit s'illustrer finalement dans son regard pour une action par lui-même et pour lui-même. Que ça lui soit alors après chevillé au corps et de gagner par là même un moteur assez essentiel à son autonomie, son autodéterminisme. Donc on en vient encore à un de mes sujets favoris, finalement, ce qui est l'éthique. L'éthique en médecine. Et l'éthique en médecine, c'est une partie de l'éthique appliquée, comme on appelle ça. Donc l'éthique, c'est quoi? C'est une réflexion dynamique et critique des postulats de la morale, mais adaptée aux situations où elle se réfléchit et aux individus sur lesquels elle se réfléchit. Surtout, et ça c'est primordial à mes yeux, elle met l'accent sur l'autonomie et l'autodéterminisme, qui sont des droits inaliénables. Et on ne peut pas se permettre, moi je pense, de faire l'économie d'une réflexion éthique, d'un soin éthique, en psychiatrie notamment. Pourquoi? Parce que sinon, on repart dans un monde, on repart dans une notion avec un mot qu'on n'entend plus beaucoup, mais qui malheureusement parfois est très très présent, c'est l'aliénisme. Qu'est-ce que c'est l'aliénisme? C'est quand on estime qu'une personne, qu'un patient, ne peut pas savoir et ou faire par et pour lui-même. On estime qu'il est empêché par ses symptômes, par sa maladie, qu'il ne peut pas, on va faire à sa place. Et ça, c'est très dangereux. C'est très très dangereux, parce que ça a à voir avec une forme d'interventionnisme. L'interventionnisme, donc, qui normalement est un terme politique, mais que j'aime employer, où finalement on va penser mieux savoir que le patient pour lui-même. Et il ne faut pas. Parce qu'on a vu que la norme, ce n'est pas quelque chose de normé, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui est propre à un individu. Et donc une action interventionniste, ça va être l'idée de projeter une idée qu'on peut avoir, nous, de la normalité, et de l'appliquer sur un individu. Mais ça ne va pas. Ce n'est pas éthique, et ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, après vous avoir bien perdu, je vais quand même faire une petite conclusion. C'est vraiment des notions qui sont pas toujours associées, mais qui sont toujours présentes en fait dans l'action psychiatrique, ou qu'il se faut vraiment toujours d'avoir en tête, et que je m'évertue vraiment de toujours réfléchir quand j'aborde une situation auprès d'un patient. Car ça évite bien des écueils, ça rend le soin plus efficient, plus éthique, plus pertinent. Et on est à l'écoute en fait finalement de la demande du patient, on n'est pas dans des projections de quelque chose qui serait finalement nos modèles personnels. Alors, ça c'est ce que je vois moi de toute façon à la clinique, entre moi et mes confrères, entre moi et mes équipes. C'est vraiment finalement là où je me plais vraiment beaucoup ici, c'est que c'est une vision qui est partagée vraiment.
Et je conclurai vraiment pour vous présenter. Je pense que nous, notre qualité ici, c'est vraiment un travail d'écoute, d'un effort de compréhension du monde du patient, de son vécu, un accompagnement dans un effort dont il doit être à l'initiative et à la direction, d'offrir un travail holistique avec la prise en compte de toutes les dimensions de sa vie et donc de réfléchir toujours, pas que dans le dedans, pas comment il est dans le dedans, mais comment il va être dans le dehors. Et on réfléchit le dehors, même une fois dans le dedans. Alors pardon, ça fait un peu phrase à la con. Mais de ne pas se contenter simplement d'une amélioration de leurs symptômes, mais de s'assurer que le patient retourne à sa vie dans des conditions qui lui correspondent et l'épanouissent. Ça, je pense que c'est vraiment finalement la philosophie de soins qui est partagée par nous tous ici. J'en suis très satisfait. Ça donne beaucoup de sens à mon travail. Et j'espère que vous êtes convaincus aussi par cette vision-là. Voilà. Donc j'ai terminé ma présentation. Je crois que du coup, maintenant, on a un temps de questions-réponses. Alors, y a-t-il des questions? Monsieur? Alors, il faut que je donne le micro, là, oui. Hop, si vous voulez bien peut-être passer derrière vous. Merci. Bonjour. Bonjour. Enfin, j'aurais plusieurs questions, hein, mais la première question, ça, à titre personnel, qu'est-ce que vous pensez, vous, disons, de la prise en charge de la santé mentale dans le système de santé publique français? C'est ça. Ah, qu'est-ce que je pense du... Qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'entends toujours qu'on dit que c'est le parent pauvre, en fait, de la médecine. Oui. Enfin, moi, je vais vous dire pourquoi après, hein, de toute façon. Mais concrètement, votre avis m'intéresse. Alors, le parent pauvre de... Oui, effectivement, bah, moi-même, je viens du service public et on ne va pas se mentir. C'est vrai que c'est une situation qui est très compliquée. Je pense que c'est une question qui est simple, mais une réponse qui est complexe. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de facteurs qui rentrent en jeu. Qu'est-ce qui se passe avec la psychiatrie publique? Ben, je pense que je vais donner la réponse classique, hein, et je l'ai constaté, c'est un manque de moyens en termes d'effectifs, en termes financiers, tout simplement. Moi, dans mon expérience passée, avant d'arriver ici à la clinique, voilà, on avait des patients, on était plein de volonté, moi et tout le membre de mon équipe, mais malheureusement, voilà, on était dans des conditions qui étaient ce qu'elles étaient, et on n'était pas du tout en mesure de pouvoir proposer un soin qui puisse être pertinent, utile plus que ça pour les patients. Donc ça donne un quotidien au travail qui est assez pesant, qui n'est pas simple. Et voilà, j'ai préféré finalement me tourner vers un endroit où j'étais davantage en mesure d'aider les gens. Ouais. Parce qu'en fait, disons, ça a été reconnu quand même, dans la mesure où il y a des nouvelles mesures qui ont été annoncées. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe sur le terrain, mais concrètement, il y a quand même une prise en compte au niveau, disons, gouvernemental, ministériel, de la pauvreté, disons, des moyens alloués, disons, à la santé mentale. Oui, mais ça, je l'entends depuis quand même très longtemps. Enfin, je sais pas, moi, je me rappelle, par exemple, mais avant même François Ruffin, avec l'hôpital Pinel à Amiens, enfin, ça avait fait grand bruit aussi. On voyait bien que c'était catastrophique. Mais il y a toujours des beaux discours et en fait, finalement, dans le fond, il y a assez peu de choses qui s'incarnent concrètement, je pense. Je peux continuer ou... Ok. Alors, autre chose, pour le handicap, enfin, disons une personne qui a des difficultés psychiques, oui. Elle peut être considérée comme une handicapée mentale. Ah, bah écoutez, oui, parce que tout ça... Et dans ce cas-là, elle justifie en fait la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ah si, mais absolument. Mais nous, dans notre quotidien, on fait des dossiers à une instance qui s'appelle la MDPH pour voilà, faire reconnaître plusieurs statuts, percevoir plusieurs aides humaines ou pécuniaires en compensation du statut et de l'impact handicapant d'une maladie psychique sur un individu. Oui, bien sûr. Si, absolument. D'accord. C'est important. Et ma troisième question, enfin, disons, c'est plutôt un constat, oui. C'est l'exclusion des parents lors du cas d'un mineur, hein, dans la prise en charge. Moi, j'ai eu le cas où systématiquement, en fait, j'ai été exclu, alors que ma fille, elle n'avait pas 18 ans. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est
c'était assez récent, cette expérience-là, En pour fait, vous, ça monsieur? ne me concerne pas uniquement, hein, parce que sinon on aurait pu dire c'est un cas unique et Oui, tout. oui. Mais disons l'écho que j'en ai, c'est Oui. que bien souvent les parents ils ne sont pas partie prenante de l'accompagnement. Alors là encore, je m'exprimerai moi sur ma pratique, mais là je me permettrai de parler aussi au nom de mes 2 autres collègues, là, psychiatres dans l'établissement. Nous, on a vraiment un travail qui s'appesantit dans le travail avec la famille. Parce que c'est cohérent en fait finalement, surtout sinon ce serait un non-sens, à la fois pour les mineurs mais aussi tout à fait pour les majeurs. Moi j'ai plein d'entretiens familiaux qui ponctuent ma semaine régulièrement pour faire le point, pour discuter, pour voilà, obtenir, moi-même ça m'est très utile, obtenir la vision de l'entourage sur la situation de leurs proches hospitalisés. À mes yeux non, c'est absolument essentiel dans une prise en charge que de... Voilà, d'interagir aussi avec l'environnement du patient. Oui, bien sûr. Ouais. Okay. Ouais. Et une petite chose encore. Oui. Moi, bon, bien sûr, pour l'instant, je ne suis pas suivi encore par un psychiatre, Oui. mais en discutant avec un psychiatre, il me dit, lui, de toute façon, ce n'est pas un thérapeute. Ah. Je dis, c'est un médecin, mais pas un thérapeute. C'est qui est un thérapeute? Oui. Un accompagnant. Enfin, moi, je parle dans le cas de ma fille, hein, parce que je m'inquiétais quand même un petit peu de la prise en charge. Oui. Hein? Mais enfin là, il s'agit d'un psychiatre libéral. Oui. Alors, est-ce que le psychiatre est un thérapeute? Alors, officiellement, oui. Il obtient le statut de psychothérapeute au sortir de ses études. Alors après, est-ce qu'il a fait finalement des études de psychothérapie? Nécessairement un peu finalement dans ses études. C'est quelque chose qui est laissé aussi libre à son... je n'ai pas le mot, mais enfin c'est aussi à lui d'en être à l'initiative. Après, dans les études médicales, dans l'internat, il y a 2 choses. Il y a à la fois finalement les stages d'internat et les rencontres avec différents professionnels qui sont eux-mêmes formés, qui accompagnent en situation, qui apprennent sur le terrain finalement des éléments de psychothérapie. Et puis aussi finalement des introductions, des sensibilisations qui peuvent être plus ou moins en fait finalement étoffées par l'étudiant lui-même sur des axes de psychothérapie de son choix. Si. Merci. Je vous en prie. J'ai une question sur psychiatrie et santé mentale. Oui. Est-ce que la santé mentale passe obligatoirement par la psychiatrie? Bonne question. Ben, à mes yeux, non. Je pense que la santé mentale, c'est vraiment, encore une fois, une affaire de tous. Et, enfin, ça concerne plein de dimensions de la vie d'un individu. Et donc effectivement, non, la santé mentale, c'est bien sûr améliorer, à faire en sorte que le système éducatif national soit en meilleur état, en meilleure santé, faire des actions de prévention sur plein de domaines, mais pas que sur la psychiatrie. Est-ce qu'on peut réduire la psychiatrie à un outil de santé mentale pour atteindre la santé mentale? Écoutez, de prime abord, c'est la réducteur, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Si, moi je suis très modeste là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de mon action dans la santé mentale, même des patients que je suis en fait finalement. J'essaie de faire de mon mieux, j'essaie d'intégrer le plus des aspects en fait finalement de leur vie dans ce qui est réfléchi ensemble avec le patient. Mais il y a bien des choses en fait finalement où j'ai pas la main et où finalement d'autres intervenants, d'autres acteurs seraient plus déterminants que moi. Alors, juste pour compléter, peut-être que c'est pour ça que dans le grand public, si tant est qu'il existe, on considère le psychiatre comme un médecin prescripteur d'anxiolytiques, de médicaments de toutes sortes, alors que ce n'est pas forcément le cas. Le médecin psychiatre est autre chose que le prescripteur. Donc peut-être que la communication pourrait porter un peu là-dessus. Oui, alors, à mes yeux, oui, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas juste un prescripteur. Après, il y a... Comment ? Comme disait monsieur, finalement, il y a peut-être des psychiatres qui ne reconnaissent pas en eux la qualité de psychothérapeute, soit finalement parce qu'ils ne s'en sentent pas la formation nécessaire, et alors ils préfèrent être transparents et honnêtes, ce qui est tout à leur honneur, ou parce qu'alors peut-être ils veulent en faire l'économie en estimant qu'il y a d'autres personnes pour travailler cet axe-là avec leurs patients. Ou leur engagement personnel. Ou leur engagement personnel, oui, vous dites ? S'ils ne se sentent pas de prendre un tel engagement vis-à-vis de patients. Oui, aussi. Donc je pense que là, la pratique, elle est hétérogène. J'aimerais bien qu'elle soit plus homogène et qu'elle me rejoigne, parce que c'est moi qui ai raison. Mais
Ouais. Monsieur ici. Tout à l'heure, vous avez dit la santé, le traitement et une analyse psychiatrique doivent être acceptés par la personne. Comment ça se passe, par exemple, pour les personnes incarcérées, et notamment si on leur impose un traitement? Est-ce que le traitement arrive à aboutir à quelque chose? Alors, la question de l'imposition d'un traitement, vous précisez dans le cadre de patients incarcérés. Alors, j'ai rapidement travaillé. Oui. J'ai parlé de ça, mais j'aurais pu dire autre chose. Mais là, c'était plus concret, en fait. Parce que oui. On impose. Alors, pour être passé rapidement moi-même durant un de mes stages d'interne dans un service pénitentiaire, le statut de patient incarcéré n'amène pas la possibilité d'imposer. Donc je pense qu'il faut vraiment rendre indépendant la question d'être incarcéré ou non. Mais par contre, effectivement, pour des patients, il y a la question de devoir imposer un traitement. Donc ça, effectivement, c'est pas la patientèle qu'on est amené à pouvoir accueillir ici à la clinique. Hein. C'est des patients qui doivent être généralement considérés comme ayant perdu leur capacité de jugement temporairement, du fait d'une altération en fait de leur état psychique. Oui, je pense qu'il y a vraiment cette question, il y a ce devoir, il y a cette déontologie-là à avoir, que d'être le plus informatif possible, que de prendre le plus de temps possible. Et à dire vrai, moi, dans les situations, quand j'avais encore des patients qui pouvaient être en soins sous contrainte et altérés un peu dans leur raisonnement, je ne faisais pas l'économie du temps, j'essayais vraiment de pouvoir leur signifier la pertinence du traitement. Je pense que ça, ce sont des pratiques qui tendent vraiment à disparaître, en fait, finalement, que d'imposer. Après, il y a des cas, finalement, de sécurité du patient. Sécurité dans le cadre des décompensations. Malheureusement, on n'a pas encore inventé grand-chose d'autre que de devoir intervenir, malheureusement, urgemment, et de devoir, effectivement, imposer un traitement. Mais disons que là, la question de la santé, de l'intégrité physique du patient, souvent, est en jeu. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Bof, bof. Si. Ça prend juste beaucoup plus de temps pour y arriver. Moi, je pense qu'il faut se donner le temps. Ouais. Parce que, encore une fois, d'expérience, en prenant le temps, en essayant de rationaliser la question du traitement, même à un patient qui, de prime abord, est irrationnel, il y a quand même des choses qui se créent dans cette prise de temps. L'alliance thérapeutique, la compréhension plus abondante du patient, de son vécu, de son histoire. Enfin, on ne reste pas un étranger pour lui. Et il peut percevoir qu'on entend finalement sa souffrance, le fait qu'il ne va pas bien. Il y a malgré tout effectivement des points où on ne s'accorde pas. Il reste, mettons par exemple, délirant. Mais disons qu'il y a quand même quelque chose qui se crée. Et l'acceptation du traitement finit par être entendue, la pertinence du traitement finit par être entendue par les patients bien souvent. Ouais. Surtout quand une certaine confiance après finit par s'instaurer. Oui, c'est ça. Je pense que vraiment un des plus gros outils, mais ce n'est pas juste un outil, c'est aussi une philosophie, c'est qu'il faut, dans le travail en santé mentale, venir en tant qu'être humain, quoi. Moi, je ne viens pas avec une autre casquette que qui je suis, Martin Vermersch. Je préfère être authentique parce qu'à travers cette authenticité, ça se ressent par le patient. Et je ne veux que pouvoir l'aider, et authentiquement, et ça finit finalement par infuser. Il finit par le percevoir, plus ou moins en tout cas, mais accéder en tout cas finalement au fait que je suis vraiment là pour l'aider et rien d'autre. Mais ça demande du temps, il y a des efforts, mais c'est éthique et il le faut. Voilà. Pas d'autres questions? Monsieur? Oui. C'est bon, je peux passer. Allez-y. Merci. Merci. Donc, Qui entendent pas. Ok, alors, vous m'entendez?
Il faut que je le mette près de ma bouche. Merci en fait pour ce temps en fait, et la conférence, et cet effort de simplification, et puis le sourire de temps en temps. Mais peut-être ma remarque, hein, cet effort de simplification, j'aimerais en fait trouver autre chose aussi. Vous avez, alors, soit il y a la norme en fait globale et ma norme, et c'est la mienne qui me permet de dire que voilà, j'avance, c'est ce que vous avez dit. Ensuite, il y a ou l'éthique, hein, c'est vraiment encore votre point de vue, ou sinon l'aliénation. Alors en fait, je retrouvais dans d'autres cas en fait un côté binaire en fait, hein, dans votre explication de simplification. Je pense, hein, c'est ça qui peut-être qui fait que j'ai cette question. Est-ce que réellement c'est aussi simple que ça? C'est aussi binaire? Ou c'est l'aliénation? Ou simplement il y a la morale en fait dans ma pratique? Ou c'est la norme globale, je dois suivre, ou sinon c'est la mienne, parce que sinon je suis perdu, sinon est-ce que vous situez où réellement? Soit c'est le noir, soit c'est blanc, soit c'est bien, soit c'est le mal. Est-ce que dans votre milieu c'est aussi binaire? Je pense que cette question-là, elle touche plus la question de la fonctionnalité peut-être, effectivement. La fonctionnalité, c'est une question qui nous touche tous, c'est comment en fait finalement on est inséré dans le monde et toutes ses composantes. Donc sociale, professionnelle, effectivement ça c'est assez normé. Ensuite, la question de la normalité, je ne sais pas si on peut voir ça comme binaire. À mes yeux, je disais, la norme d'un individu, c'est la norme d'un individu. En fait, il n'y a pas autre chose, il y a peut-être la norme de la société, mais moi mon travail, il est à faire en sorte que ce soit la norme de l'individu qui soit entendue. Et à aucun moment, finalement, j'essaie d'avoir une action normative. C'est-à-dire que de le faire tendre à une autre norme que la sienne. Alors, est-ce que c'est manichéen? Peut-être. Est-ce qu'il y a un entre-deux de toute façon? Et un soin qui est éthique ou pas éthique? Alors, du coup, est-ce qu'il y a un entre-deux? Je pense que l'éthique, c'est une posture, c'est une volonté. Et ça, peut-être qu'effectivement, c'est binaire. Moi, je veux être éthique, je veux faire un soin éthique. Donc, je suis éthique ou j'essaye de l'être. Ouais. Est-ce que... Si. Je préfère, il y a un doute. Ouais. Bonjour. Je voulais savoir, vous avez la durée moyenne d'un séjour pour un patient, c'est combien de temps à la clinique? Oh là, j'ai pas les chiffres. Ouais, on a vu ça en CME pourtant. Quarantaine de jours. Vous avez des patients chroniques? Ah, non, on n'a pas de patient chronique. Non. Qu'est-ce que vous entendez par patient chronique? Qui reste beaucoup plus longtemps que la durée moyenne, qu'on n'arrive pas à stabiliser. Ah, on a des patients qui seraient chroniques. Non, enfin, on a toujours des patients avec des perspectives. D'accord. Mais parfois qui peuvent être avec des échéances plus ou moins longues, effectivement. Et des patients qui peuvent avoir des situations qui peuvent être plus ou moins compliquées à équilibrer. Mais il y a toujours effectivement une perspective pour chacun d'entre eux. Ouais. D'accord. Si. Okay. Ouais. D'accord. Voilà. Merci. Pas d'autres questions? Non? Très bien. Eh bien, écoutez, encore une fois, un grand merci de votre présence aujourd'hui, d'avoir participé à cette journée. C'était vraiment un plaisir d'ouvrir les portes et de voir autant de personnes venir. C'est une très bonne chose. Voilà, j'espère que vous avez pu déjà ce matin, et puis avec cette présentation, avoir quelques réponses ou repartir peut-être avec plus de questions. Voilà, donc j'espère avoir pu vous faire un peu une présentation telle que je le ressentais, telle que je la voyais de notre clinique, notre philosophie. J'espère qu'elle vous a convaincu, et puis j'espère que vous pourrez répandre la bonne parole concernant l'hygiène de soi sur la santé mentale autour de vous, c'est important. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.